dans un café avec Fabrice Lucchini. Nous déjeunions, nous parlions de choses et d'autres. La conversation n'avait pas de direction particulière, elle suivait son cours agréablement désordonné, lorsque soudain, hasard ou destin, il fut question de La Fontaine. Tel un conspirateur, Lucchini s'approcha de mon oreille et il me récita sans crier gare L'homme et la couleuvre. Je découvrais cette fable. Je fus émerveillé, tellement émerveillé qu'il me parut dommage d'en rester là et de ne pas pouvoir partager mon plaisir. J'invitai Lucchini à réplique, il accepta, le voici. Je lui propose donc de rejouer la scène. Donc la scène, c'est même un restaurant très austère, qui était un restaurant macrobiotique. Et au milieu de la conversation, l'arrivée de la langue, le miracle de la langue. Alors évidemment, je me suis rapproché de votre oreille parce que ça ne se crie pas, contrairement à ce que les gens racontent. Quand on touche à cette langue-là, ça se murmure. Et c'est toujours un sentiment, quand je travaille les textes, c'est de les intégrer à tous les moments de la journée. Donc j'ai un côté obsessionnel, évidemment, et je ne pense qu'à ça. Et donc, je vais essayer de vous la redire en pensant à cette anecdote qui est le contraire de votre délicatesse, et je le pense sincèrement, qui est arrivé à cet immense acteur très connu, un génie, un Michel Simon ou un énorme acteur qui devait être, je vous dis tout ça pour arriver à la fable et pour pas que ça fasse scolaire, un acteur merveilleux, je crois que c'est Jules Berry, et il y a un banquier qui n'était pas du tout votre cas, qui l'a reçu au dîner en lui disant « Ah, Jules Berry, vous qui êtes un acteur sympathique et comique, vous allez nous faire marrer, non ?» Et Jules Berry a dit cette phrase formidable, « Et vous qui êtes rempli d'oseille, faites-moi donc un chèque de 2,5 millions de francs et on vous fera rire éventuellement. » Tout ça pour dire que ça n'est pas une névrose de dire du La Fontaine, c'est une passion surtout à cette oreille-là. Tout part d'une idée de La Fontaine, de l'impossibilité de se confronter au pouvoir. Il paraît que même historiquement, et ça vous allez m'éclairer, La Fontaine avait un culot immense, puisqu'il va écrire une fable qui va illustrer le sentiment, l'argument qui est « on ne peut pas atteindre les hommes de pouvoir ». Je vais vous en donner la preuve, Alain. Un homme vit une couleuvre. « Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice et ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. » Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas, enfin il répartit, tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile, une vache était là. On l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années, il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul, mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour but son plaisir, ainsi que ses besoins. Enfin, me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître, mais je suis attaché. Et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse.
Elle a perdu l'esprit, croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux, que cette suite de travaux pour récompense avait de tous, tant que nous sommes, force coupe de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux, ainsi par là le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur, il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, c'est un moment merveilleux parce que Finkielkraut, à ce moment-là, a laissé percer une larme dans le restaurant à cette phrase étonnante. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer, que ne les mondait-on sans prendre la cognée. De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, du sac et du serpent, il donna contre le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire? Alors c'est un exercice qui n'est pas aussi vivant parce qu'on voit Alain dans ses livres en train de regarder. Mais évidemment, on n'est pas dans la situation de pleine vie, mais on y reviendra. Alors maintenant, on est dans la situation de pleine vie, tout à fait. D'abord, vous m'avez fait découvrir, je l'ai dit, cette fable de La Fontaine, qui hélas m'avait échappé. Et qu'est-ce qui vous l'a fait choisir, vous, Fabrice Lucchini? Ensuite, j'essaierai moi-même de dire pourquoi je l'ai tant aimé. Mais pourquoi vous l'aimez, vous? Qu'est-ce qui vous l'a fait aimer? L'éblouissement, le miracle de La Fontaine, ça fait 20 ans que je m'en occupe, j'ai du mal à le définir. On parlera de deux écrivains qui en ont parlé, mais moi je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire pourquoi le sens de la rupture, pourquoi la liberté au milieu de la contrainte, pourquoi la richesse de langage sans jamais être docte, pourquoi la fluidité, pourquoi la rigueur. Mais mettez un poème de Baudelaire, vous verrez si on a le temps d'en parler, comment ça se fait, d'où vient ce secret qui est la quintessence absolue de l'éblouissement de la langue. Ça n'est pas la belle langue à la Saint-Simon, ça n'est pas la belle langue à la Chateaubriand, c'est la langue inventive, vivante. C'est quelque chose qui te nourrit, qui constamment te rend ému. Là, je l'ai dit certainement de manière scolaire, mais il y a quelque chose dans la méthode. Alors, je ne sais pas, je me rappelle plus pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai dû me confronter à une difficulté. Je me suis dit, tu vas reprendre La Fontaine un jour ou l'autre. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai décidé de le reprendre au mois de mars, après le Muret. Mais je me suis dit, tiens, attaque celle-là. Je me souviens absolument plus pourquoi j'ai attaqué celle-là. D'abord, vous avez, me semble-t-il, raison d'insister sur la beauté de la langue, une beauté faite de douceur, de vélocité, de discrétion. Gide, dans son journal, dit « Rien n'est plus loin de l'insistance romantique. Il passe outre aussitôt. Et si vous n'avez pas compris, tant pis, on ne saurait rêver d'art plus discret, d'apparence moins volontaire. Vélocité, légèreté, il est vrai que, notamment dans ce poème, La Fontaine ne s'appesantit jamais. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient. Et je pense à cette formule qui m'a toujours frappé dans les mots de Sartre, sa grand-mère, qui disait, étrange maxime, glisser mortel n'appuyez pas. Et c'est un peu ça, La Fontaine. Ça glisse, ça n'appuie pas, ce qui est vrai aussi d'ailleurs du style très classique, très 17e, 18e de Sartre dans les mots. Et donc moi, je suis aussi sensible que vous à cette, non pas seulement à la beauté de la langue, mais à cette beauté faite de légèreté, de vélocité et de discrétion.
tout est évident alors que tout est surprenant. Et notamment cette apparition de l'arbre qui en effet m'avait beaucoup ému. Mais d'autre part, vous avez dit que c'était une fable où La Fontaine montrait un peu son courage face au pouvoir, non ? Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et parler de loin ou bien se taire. Et là, je pense en effet au livre de Marc Fumaroli, Le poète et le roi, un livre où Marc Fumaroli dénonce la confusion entretenue sous le nom trompeur de classicisme entre l'académisme officiel du règne et la liberté que quelques poètes de génie réussirent quelque temps à opposer à la glaciation progressive des lettres du grand siècle. Il est en quelque sorte le critique, encore une fois discret mais tenace, du premier des monstres froids. Et je pense, en découvrant ce poème, à un autre poème, une autre fable que je connaissais, Les obsèques de la lionne. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférent, sont ce qu'il plaît au prince. S'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime 1000 corps. On pense aussi aux animaux malades de la peste. On crie haro sur le baudet, c'est toujours le faible. Alors cela étant, je ne sais pas si je dois me laisser entraîner à réfléchir en termes actuels, mais je pense que les fables de La Fontaine restent extraordinaires, pertinentes, mais à condition de ne pas se tromper de roi. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut continuer à lire La Fontaine, réfléchir avec La Fontaine, aimer La Fontaine, mais à condition, en effet, de savoir que ce n'est plus le pouvoir politique qui anime l'esprit aux 1000 corps. Selon que les jugements de cour vous rendront puissants, selon que vous serez puissant et misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, mais qui est la cour ? Et moi, j'ai sous les yeux un texte de Hans Magnus Enzensberger. Peut-être est-il temps de renoncer à insulter les hommes politiques. Il y a belle lurette que cette pratique de l'insulte a rompu ses liens avec son lieu d'origine, le discours oppositionnel, et qu'elle est devenue un lieu commun de la majorité râleuse. Haro sur le baudet, aujourd'hui, ça continue plus que jamais, mais le baudet n'est pas toujours celui qu'on pense. Simplement, je m'arrête à ces considérations parce que je voudrais en effet qu'on en reste à La Fontaine. L'éblouissement, c'est vraiment le mot. Et vous voyez, je connaissais mal, j'avais lu pourtant dans le livre de Gide. C'est une approche qui sent bon, qui n'est pas approximative. On sent que le Gide... je vais vous rétorquer celle de Céline, vous avez été étonné, mais celle de Gide, ça y est, c'est-à-dire que face à l'éblouissement, les mots vont jamais résoudre ce problème. Une vache était là, on l'appelle, elle vient. Pourquoi ? Parce que c'est miraculeux. Chez La Fontaine, le miracle est là, jamais littéraire, jamais grandiloquent, mais il est là. On ne comprend pas pourquoi. Je vous dis n'importe quoi. Une tortue était, par exemple, pour dire qu'il y avait une tortue à la tête légère, vous voyez, jamais appuyée. Peut-être le point commun, Céline La Fontaine, l'horreur de la lourdeur. Il y a peut-être quelque chose. Une tortue était... La Fontaine, c'est toujours des miracles, comme des haïkus. Une tortue était à la tête légère qui lasse de son trou, voulut voir du pays. Ça a l'air de rien. Elle est lasse de son trou. Ça veut dire qu'en 2 mots, il y a Pascal, il y a l'œuvre de Pascal. Elle est lasse de son trou. Je vous disais ça, je ne pensais pas du tout à dire celle-là. 2 canards à qui la commère communiqua ce beau dessin. Et ils arrivent, ils surgissent. Je peux pas, moi, ça fait 20 ans que j'essaye. Je sais pas pourquoi. Pourquoi les gens surgissent ? Pourquoi chez La Fontaine ? Alors, j'ai une opinion très légère, parce que je suis pas un intellectuel qui a vraiment analysé les choses. Je suis un interprète. J'essaye du côté de l'interprétation, plus que de... Je suis pas sûr qu'il savait ce qui se passait. Voilà, moi, ma thèse, c'est que je suis pas sûr que La Fontaine, quand on lit les autres La Fontaine, comme les contes érotiques, un petit peu, toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui se passe entre le miracle de la culture, comme dit Gide, c'est-à-dire,
j'ai l'impression qu'il traîne avec lui toutes les mythologies de la vie, l'Antiquité, la Renaissance, tout. C'était comme un adaptateur de génie, un réceptacle qui a totalement capté les archétypes les plus lointains et qui les a adaptés dans ce que le mot affreux serait de dire dans ce réel-là. Mais vous voyez, même ça, c'est beau. Je sens que vous voulez parler, je vais simplement vous dire, c'est magnifique ce qu'a dit Gide, et la phrase de Céline, on rebondira après, c'est quand on lui dit dans une lettre à Élie Faure, qui est le plus grand styliste de la langue française, il parle de... Vous voulez que je le dise après ou je la termine? Allez-y. Il dit, Céline, une chose étonnante, il dit je m'intéresse peu aux hommes, à leur opinion, ce qui m'intéresse c'est leur trognon, moi c'est le style qui m'intéresse. Il y a très peu de stylistes, alors il y a toujours son histoire merveilleuse, il y a très peu de stylistes par génération, etc. Mais enfin le plus grand c'est évidemment La Fontaine. C'est plus grand que Saint-Simon encore. La Fontaine, dit Céline, c'est fin, c'est ça et c'est tout, c'est final. C'est final. Alors, ce rapprochement, Céline La Fontaine, a quelque chose de paradoxal, car rien ne semble plus éloigné de la sagesse, de la douceur, de la modération, de la discrétion, du glisser mortel n'appuyez pas de La Fontaine que la fureur, l'extrémisme, la noirceur vindicative, l'hyperbole pessimiste de Céline. Mais nous y reviendrons, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Parce que là, je voudrais vous contredire, me permettre de vous contredire, pour le plaisir de la conversation, sur un point. Je crois que La Fontaine, notamment dans L'Homme et la couleuvre, sait très bien ce qu'il fait. Et que c'est une fable d'une extraordinaire force philosophique et d'une extraordinaire modernité. Il est l'héritier de l'Antiquité, mais là, c'est tout autre chose qui est en jeu. Je me sers des animaux pour instruire les hommes, dit-il. Oui, mais ce rapport instrumental, et surtout dans cette fable, ne dit pas tout. Il a aussi un rapport amoureux aux animaux eux-mêmes. Donc, il y a le registre métaphorique, nous en avons parlé, les grands, la raison les offense, ils se mettent en tête que tout est né pour eux, les grands, le roi, la cour. Mais il y a le registre littéral, c'est-à-dire très exactement l'homme et l'animal. Et cette fable a plus de force encore quand on en reste à sa signification littérale. Et la pensée, la poésie de La Fontaine, c'est une réponse à Descartes. Descartes qui proclame la dignité exclusive de la nature humaine. Je pense, donc je suis, c'est l'homme qui peut s'exprimer ainsi, il n'est pas un être parmi les êtres, et les autres êtres, comme ils ne pensent pas, ne sont pas vraiment ou ne sont que matière inerte ou matière vivante. Dans le discours à Madame de la Sablière, La Fontaine répond à Descartes. Il dit « Il n'en est pas ainsi. Les animaux ne sont pas des montres, comme on voudrait nous le faire croire. Ce ne sont pas des automates, ce ne sont pas des pantins. Il s'en prend avec vigueur, avec ferveur à l'idée de l'animal-machine. Et si ce poème-là, si cette fable est à ce point émouvante, c'est que de l'eau a coulé sous les ponts depuis La Fontaine. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un summum d'ingratitude. L'ingratitude dont ce seigneur de la terre, cartésien qu'est l'homme, se rend coupable, à ce moment-là, n'est rien auprès de ce qui se passe aujourd'hui. Le hasard a voulu que je lise en même temps que ces fables pour l'émission, un livre qui vient de sortir de Jonathan Safran Foer, un romancier américain qui est auteur d'un roman magnifique, Tout est illuminé. Et là, ce n'est pas un roman, c'est un essai, une enquête. Faut-il manger les animaux? Une enquête sur l'élevage industriel. Ce système de production intensive dans lequel les animaux rassemblés dans des espaces extrêmement restreints sont manipulés de toutes les façons possibles. Et ce qu'il nous montre, ce qu'il divulgue est absolument insoutenable. Il a raison de dire que nous avons déclaré la guerre aux animaux que nous mangeons. Cette guerre a un nom, c'est l'élevage industriel. Et cette guerre a à voir avec la radicalité du dualisme cartésien. Pendant des millénaires, les fermiers éleveurs ont calqué leur politique sur les processus naturels. L'élevage industriel considère la nature comme ce qui doit être surmonté. Voilà où nous en sommes.
Oui. Alors, le bœuf d'aujourd'hui, la vache d'aujourd'hui, l'arbre d'aujourd'hui, la poule d'aujourd'hui qui vit sur un espace plus restreint qu'une feuille A4, que dirait-il si un nouveau La Fontaine les convoquait pour faire le procès du Seigneur? Ils en diraient beaucoup plus, et forcément, on lit La Fontaine comme une sorte de précurseur, si vous voulez. Heidegger disait la bombe atomique a déjà explosé dans le cogito cartésien, ça je n'en sais rien, mais en tout cas l'élevage industriel est contenu dans ce cogito dont, d'une certaine manière, La Fontaine se déclare l'adversaire. Voilà pourquoi je pense que il sait ce qu'il dit, si vous voulez. Il sait ce qu'il dit. Il y a un mot qui me vient de Barthes. Je suis ébloui du retentissement subjectif que les œuvres produisent. J'ai pas pensé une seconde à tout ce que vous avez dit depuis 20 ans sur La Fontaine. Ça veut dire la phrase de Barthes, les retentissements. Il y a dans la salle du théâtre des 600 âmes, il doit y avoir 100 Finkielkraut, 100 Hessel, 100 Rocard, 100 Mitterrand, et ces gens écoutent des textes et ça retentit en eux, cette phrase magnifique. Vous vous rendez compte que moi je vous écoute avec l'élevage industriel, ça me produit un retentissement. La phrase irrésistible de Muret, elle avait découvert le marketing éthique, c'est pas loin, vous allez voir. La joie de proposer des cadeaux atypiques fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. Et il dit café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain ayant accès au pré. Et maintenant que je termine Muret fin janvier, début février, je fais une improvisation d'une dizaine de minutes sur ce vers ahurissant de Muret, petit poulet de grain ayant accès au pré. Alors ça n'a rien à voir, mais pourtant ça a à voir. L'idée que la société dit maintenant il n'y a plus d'accès, d'ascenseur social, les gens n'ont plus accès aux grandes écoles. Et Muret dit de cette touriste qu'elle veut des poulets qui auraient accès au pré. Ce mot accès me rend hystérique. Petit poulet de grain ayant accès au pré. En tout cas, La Fontaine, ça produit un nombre de trucs. Moi, j'ai pas du tout pensé ça. Par exemple, je n'aime pas la morale de La Fontaine parce qu'elle change tout le temps. C'est ce qui m'intéresse le moins. Mais celle-là, on peut l'aimer, à condition, comme je dis, de ne pas se tromper de roi. De savoir qui est le roi aujourd'hui. Surtout, elle est nécessaire à intégrer, car tu ne peux dire une fable de La Fontaine que si tu pars de l'argument qu'il a envie de prouver à un contradicteur qu'il a tort. C'est comme ça que le grand Jean-Laurent Cochet nous a enseigné la manière d'aborder La Fontaine pour pas tomber dans une gnangnanterie d'école. Parce qu'un drame absolu, c'est évidemment La Fontaine à l'école. La Fontaine à l'école, c'est tragique. Et le pire des drames, c'est quand La Fontaine n'est plus à l'école. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est la merveilleuse phrase additionne de Dulin. C'est-à-dire, il demande à un acteur de s'asseoir, il demande d'être debout. Le pauvre mec ne sait plus quoi faire. Et le grand Dulin lui dit additionne. Donc vous avez raison, c'est un drame que La Fontaine soit plus à l'école, mais c'est aussi un drame qu'il soit travaillé à l'école avec des enfants de 8 ou 10 ans. Peut-être. En tout cas, L'homme et la couleuvre n'est pas pour des enfants de 8 ou 10 ans. Il y en a très peu. Et c'est une fable extraordinaire sur un thème incontournable quand même. Allez, on reprend juste ça. Une vache était là, on l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je vais vous dire, moi, mon interprétation, le point commun entre Céline et La Fontaine. Mélange de l'argot rural et de la grande langue du XVIIe. Chez Céline, il y a Madame de Lafayette, il y a Madame du Défend, il y a une écriture par moments extrêmement classique, et puis pénètrent des énormités d'argot. C'est le mélange génial. Chez La Fontaine, il y a ça. Il y a par moments des phrases. Prenons n'importe quoi. On prend. Vous vouliez travailler une autre fable. Prenons-en une autre, si vous voulez. Laquelle vous aimeriez qu'on attaque? Une autre fable que vous m'avez fait découvrir. J'aime le côté tragique de La Fontaine, précisément peut-être pour le soustraire à sa légende. Pas tout à fait immérité, l'homme de la morale commune. Il y a des fables tragiques. Et parmi ces fables tragiques, l'une que je connaissais et que je me récite parfois, parce qu'elle est d'une richesse inépuisable et qu'elle est absolument poignante, L'ours et l'amateur de jardin, mais celle que vous m'avez fait découvrir, c'est La mort et le mourant. Alors vous voulez laquelle des deux? La mort. D'abord la mort, mais on pourrait faire l'ours quand même. Oui, l'ours aussi. Alors on commence par l'ours ou la mort? La mort. La mort et le mourant, donc ça c'est une fable qui commence par une chose qui n'est pas facile. Faut imaginer à quel point qui se reposerait à ça, dirait mon professeur de... La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre
à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne. Dans le fatal tribut, tous sont de son domaine, et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois pour toujours fermer leurs paupières. Défendez-vous par la beauté. Alléguez la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout, sans pudeur. Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il? Attendez quelque peu, ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile que vous êtes pressante. Ô déesse cruelle, vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux. Trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus, tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et qu'on fît son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir. Vois-les marcher, vois-les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Mais pour un acteur, c'est infini ce qu'il y a là-dedans. J'ai beau te le crier, surtout pas. Si je mets tout de suite une autre, comme ça après vous rebondissez, tout de suite une autre ou vous voulez pas? Non, alors pas vas-y. tout de suite. Parce que je veux dire 2 mots. Parce que vous dites, pour un acteur, c'est infini, pour un lecteur aussi. Et là, c'est l'extrême originalité de La Fontaine. Vous dites, c'est le grand héritier de l'Antiquité. Mais depuis l'Antiquité, la philosophie, les fables veulent nous apprendre à mourir. Le grand memento mori de l'Occident. La Fontaine invite en quelque sorte à cette sagesse. Il le dit, il faut savoir quitter ce banquet. Et en même temps, il nous explique qu'on ne peut pas se préparer à mourir. Que la mort, et là je cite Jean Kelevitch, dont La Fontaine est curieusement un précurseur. Jean Kelevitch a écrit tout un livre sur la mort pour dénoncer justement le rapport que la philosophie croit pouvoir entretenir avec la mort. Rapport, on pourrait en quelque sorte l'apprivoiser. La mort, lorsqu'elle arrive toujours pour la première fois et nous trouve invariablement démunis. Si vieux qu'on soit, on meurt toujours trop tôt, car il n'y a en ce sens que des fins prématurées. L'homme aborde obligatoirement la mort en état d'improvisation ou d'impréparation. Donc, c'est prodigieux. C'est magnifique. C'est La Fontaine, le sage, ouais. Eh bien, dans cette fable tragique, Ouais. il nous fait comprendre, si vous voulez, l'insuffisance de toute sagesse.
Et moi, je ne peux pas vous laisser sans vous répondre par Nietzsche. C'est impossible. C'est comme ça que commence le spectacle de La Fontaine. Bizarrement, c'est là où c'est complètement dément. J'éprouve, dit-il, Nietzsche, il est à Turin ou à Gênes, je ne sais plus, il se promène, et ça, j'espère que ça va vous parler. C'est comme ça que commence le spectacle, il y a 10 ans, il recommencera comme ça d'ailleurs. Nietzsche dit « J'éprouve une joie mélancolique à vivre dans ce pêle-mêle de ruelles, de besoins, de voix. » C'est une promenade dans le port. Hein. Combien de jouissances, d'impatience, de désir, combien de soif de vie et d'ivresse de vie naissent ici à chaque instant. Et pourtant, quel silence aura bientôt recouvert tous ces bruyants, tous ces vivants, tous ces avides, comme on voit bien derrière chacun se dresser son ombre, son obscur compagnon de route. Il en va constamment, dit Nietzsche, comme du dernier moment avant le départ d'un bateau d'émigrants. On a plus que jamais à se dire, leur presse, l'océan et son vide silence attendent impatiemment derrière tout ce bruit si avide, si sûr de leur proie. Et tous, vous entendez, tous s'imaginent que le passé n'est rien. Ça rejoint, hein, que le passé n'est rien, que le proche avenir est tout. D'où cette hâte, d'où ces cris, d'où ce besoin de s'assourdir et de s'entreduper qui les tient. La thèse de Nietzsche, de ce besoin de s'assourdir et de s'entreduper qui les tient. C'est que la vie, ça consiste à s'assourdir et de s'entreduper. Tout ça pour les grands idéologues totalitaires qui pensent qu'un jour on ne s'étourdira pas. Mais c'est ça la vie, c'est s'assourdir et s'entreduper qui les tient. Nietzsche dit chacun veut être le premier dans cet avenir, et cependant la mort, le silence de la tombe est la seule certitude qu'il offre, cet avenir qui puisse être commun à tous. Qu'il est étrange que cette unique certitude, cette unique communion ne puisse presque rien sur les hommes, qu'il n'y ait rien de plus loin de leur esprit que le sentiment, je dirais, de fraternité de la mort. Alors là, il est très classique, Nietzsche, mais la rupture est géniale. Je suis heureux de voir que les hommes refusent absolument à vouloir penser à la mort. J'aimerais leur rendre l'idée de la vie encore 1000 fois plus digne d'être pensée. Ah oui. Alors ça répond ou pas ? Ça répond. Un peu aussi, quand même. Ça répond un peu aussi, oui. Ah bon, et tu connais cette phrase sur la mort magnifique. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, sous le feu du fagot, aussi bien que des anges gémissants et courbés marchaient à pas pesant et tâchaient de gagner sa chaumine enfumée, enfin n'en pouvant plus d'efforts et de douleur. Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? En est-il un plus pauvre en la machine ronde, point de pain quelquefois et jamais de repos, sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier, la corvée lui font d'un malheureux la pâture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais de bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Alors on pense là tout d'un coup à ce que le XXe siècle, dans son horreur absolue, a fait de cette devise. Je vous écoute et me vient à l'esprit un récit de Chalamov, la Colima. Vraiment, je n'y pensais pas du tout avant cette émission, mais c'est d'un homme dans le goulag, jeune homme absolument épuisé, qui travaille et puis on lui annonce à la fin de la journée qu'il doit aller dans les bois. Aller dans les bois, c'est une balle dans la nuque. Et il se dit, si j'avais su, j'aurais pas travaillé comme je l'ai fait. Épuisé par le travail, et tout d'un coup, c'est plutôt mourir que souffrir. Mais ça, c'est le XXe siècle. Et le XXe siècle a, en effet, été le siècle qui a renversé la devise des hommes. Et pour revenir à La Fontaine, il y a chez lui, et c'est pour ça qu'il est si humain, et c'est pour ça qu'on veut l'enseigner peut-être maladroitement aux enfants, une sorte d'acceptation, de la finitude. On n'apprend pas à mourir, on ne surmonte pas la mort, et c'est comme ça. Et nous mourrons en état d'impréparation. Autre poème tragique et beaucoup plus célèbre celui-là, mais on en avait parlé. Si vous voulez éventuellement le lire ou en lire un extrait ou le dire, puisque vous savez tout par cœur, ce que j'admire infiniment, c'est L'ours et l'amateur de jardin. Chef-d'œuvre absolu. Ah, d'accord. Oui, chef-d'œuvre, parce que là on ne sait plus comment ça s'appelle. Certains ours montagnards, ours à demi léchés. Juste dire quand même que demi-léché est une invention fabuleuse. Il n'est pas mal léché, il n'est pas bien léché, il est à demi-léché. Pourquoi ? Vous voyez, chaque seconde est une
une chose qui rompt la doxa banale de la belle écriture conventionnelle. C'est un anti-doxa. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau bel au fond, vivaient seuls et caché, il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit, ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur. Vous allez voir la plus belle phrase de tous les temps. Faisait son principal métier d'être bon émoucheur. Écoutez bien Alain, écarté du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé un jour. Que le vieillard dormait d'un profond somme. Sur le bout de son nez, une à lance placée, mit l'ours au désespoir. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit le fidèle émoucheur, vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Ça me rappelle la phrase magnifique de Nietzsche dans l'amitié. Avant d'être mon ami, sois capable au moins d'être un grand ennemi. Il rentre plus d'éloges. C'est magnifique, vous savez. Et il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Il n'y a pas de rythme plus parfait. Il n'existe pas dans l'histoire le génie de la chanson française. C'est une anecdote. Il y avait Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman qui étaient venus me voir. Et pendant 3 minutes, ils ont eu quelques moments d'ahurissement. Ils sortaient de ce spectacle. Ils ont écouté La Fontaine. Et pendant 3 minutes, l'Occident doutait. Ils ont douté. Pendant 3 minutes, l'Occident, comme dirait Muret, Saint-Simon de ce siècle minuscule, l'Occident a douté. Il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Goldman, a dit... Comment on va écrire après ça? C'était, non pas une victoire, parce que j'adore Jean-Jacques Goldman et j'aime beaucoup Alain Souchon, mais j'aime parce qu'ils ont eu un amour pour leurs aînés. Cette phrase, il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était. Pourquoi il est génial? Parce que c'est la langue parlée. Pourquoi vous dites que... Voilà la liaison entre Céline et La Fontaine. Ils ont oralisé une structure de langue sans la rendre à la rictus que vous aimiez, dont on a parlé en début. Rictus est pittoresque, on l'adore, mais il est pittoresque. Les autres, alors La Fontaine, c'est le génie. Voyez, il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Oralisé peut-être, mais alors qu'est-il arrivé au français oral depuis La Fontaine? Parce qu'il y a une telle fluidité, un tel charme dans cette oralité qu'on et puis est pas de peut-être position amené à se poser des questions. Pas de position académique chez La Fontaine. Pas, on est à l'Académie française, nous prenons les bons mots aux bons endroits, et on a dans le Figaro des « Ah, je ne peux pas supporter que monsieur a dit un mauvais mot, etc. » Ça me fait chier à un point. Moi, je ne parle pas très bien, j'ai pas été à l'école. Je ne parle bien que quand je dis les auteurs, sinon je fais des fautes énormes. Mais ça m'intéresse pas, moi, le bon parler. Ce qui m'intéresse, c'est le parler vie.
parler Vous avez vivant. raison. Mais, Je dis pas du tout. Je fais pas de toujours. mythologie contre le Haut-Taran, c'est tout ça. Il n'y a pas de mythologie démagogique de ma part. Je Ah pense bon? que c'est très grave quand une pensée, pourquoi aussi il est génial? C'est la richesse des mots. Rappelez-vous la fable qu'on doit dire à un moment, celle où il dit, je me souviens plus exactement, celle où il dit, un chat nommé Rodilardus faisait des rats telle des confitures qu'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou, et Rodilard passait chez la gente misérable non pour un chat, mais pour un diable. Or un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats, un chapitre en un coin, sur la nécessité présente d'élabore leur doyen, personne fort prudente, opina, c'est sublime opina, j'adore parce que si vous voyez, s'il y avait la télé, vous verriez Finkielkraut rempli de livres, et moi comme un fou en train d'essayer d'accrocher son regard, mais comme son regard est plongé dans les livres, je parle à personne et en même temps à ton génie, Alain. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il regarde les livres, lui, t'es là en train de parler. Je regarde les livres pour voir si je me trompe. Pas du tout, Oui. parce que j'aime bien lire en même temps que j'écoute. C'est merveilleux. Et puis, Tu as le droit. mon cher Lucchini, On est de gauche. Non, ça c'est pas sûr. Peut-être. Je l'espère Moi, pour j'y nous. suis, Il vaut mieux pour nous. Je suis. Il vaut mieux pour nous, mais il est clair en effet que j'entends, je recueille ce qui est dit et je suis amené en effet à me poser la question de savoir comment relancer, comment répondre Bien sûr, et peut-être c'est pas un reproche, de m'interroger Alain, sur la c'est- possibilité qui me sera laissée de répondre. Mais c'est pas un reproche, il faut que tu te projettes une seconde pour un acteur, c'est qu'on a en face un homme occupé au livre. C'est magnifique, c'est très déstabilisant pour moi, mais je le déteste pas. Si je fais tout, ici je n'ai tout, mais tout est parfait pour moi. C'est l'immanence cet instant-là. Je fais aucune pub. On ne me réduit pas à faire rire, on me fait être le serviteur d'un génie qui s'appelle La Fontaine avec un homme d'une culture absolue et d'une passion formidable qui s'appelle Finkielkraut. Je viens pas là, j'ai pas de problème, je dis simplement que je finis ma phrase. Opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. C'est un miracle. Alors, je vais pas m'exalter parce qu'après, ça fait chier. Opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, regardez le rythme. Opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attraper un grelot au cou de Rodilard. Je veux pas qu'on nous dise que le slam, c'est de la poésie. Non, la poésie. Ouais, mais il ne faut pas slamiser La Fontaine non Mais plus, non, mais là. c'est lui qui m'entraîne. Opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, accrocher un grelot. Le mot grelot me rend fou. Grelot, il y a un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, par sa marche avertie, il s'enfuirait en terre, que c'était là le Satan, laisse-moi finir, le seul moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. J'adore cette réplique. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. La difficulté était d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je suis pas si sot. L'autre, je m'en saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. N'est-il besoin, je ne sais plus quel est le mot n'est-il besoin d'élaborer, enfin la phrase, la cour en conseiller foisonne, le mot foisonne me plaît. Faut-il que délibérer Ne faut-il que délibérer? C'est pas mal. La cour en conseiller foisonne, le mot foisonne, tu les vois, les conseillers, les fiandes qui viennent. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. Vous avez vu la beauté? Oui. Chapitre, j'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Je sais pas moi, ça me fait penser autrement quoi. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Oui, mais alors là, je reviens quand même à l'ours et l'amateur de jardin, parce que dans le conseil tenu par les rats, la morale de la fable est aussi belle que la fable, et vous avez raison de le souligner. Elle couronne la fable, alors que dans l'ours et l'amateur de jardin, je trouve que l'histoire transcende la morale que La Fontaine veut donner. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Oui, un ignorant ami est dangereux, mais il y a quelque chose de déchirant, de pathétique, de voir cet ours tuer son seul ami par excès d'affection. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cet excès d'affection? Sioran parle bien ça. Oui, donc ça, on est vraiment Mais dans c'est la merveilleux. psychologie la plus profonde, la c'est- plus extraordinaire. Ça non plus, j'avais pas vu, tu vois.
J'avais pas vu ça. Retentissement prodigieux. La suractivité investie du rapport amoureux fait que les gens te tuent. Et même amical. Donc il est très important de ne pas aimer, disait Nietzsche. Ah oui, mais ça, il avait tort. Mais il avait tort aussi. Non, mais c'est tout ça, c'est des vérités qui s'opposent. Mais effectivement, il aime tellement le gros ours qui tue le bonhomme. Ah, évidemment, j'avais pas. Mais tu sais que je n'avais pas vu ça. Et c'est ça que je trouve. Et donc la fable nous dit, voilà, elle nous donne un conseil, mais face à la tragédie, le conseil ne tient pas la route, si je puis dire, parce que il y a une beauté aussi dans cette amitié infiniment maladroite, et le choix de l'ours est merveilleux, quoi. Mais est-ce que ce serait pas inconsciemment que toute affectivité démonstrative ou trop grande est une indiscrétion face à nous? Est-ce que ça va pas jusque-là? Peut-être. Est-ce que ce transfert épouvantable qu'on appelle le sentimentalisme bidet, c'est-à-dire le mot amour, le mot bonheur, fait qu'à chaque fois l'homme est dérangé dans ce que Muret appelle sa solitude, qui l'oblige un peu à être confronté au magistral et non pas à la doxa? Est-ce qu'il n'y a pas des regroupements? Peut-être. Et en même temps, ce dérangement, c'est ce qui fait le prix de la vie aussi. Heureusement qu'on est dérangé. Par l'affect. Par l'affect ou par un ours solitaire. Oui. C'est tellement délicieux cette rencontre entre l'ours et l'amateur de jardin. Ils se complètent. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tout de son mauvais, alors qu'ils sont tous très... Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Il y a de quoi s'emmerder des termites. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, et certains ce sapin. Alors là, j'adore, il aimait les jardins, était prêtre de fleurs, il l'était de pour moi. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, et là, c'est pas génial, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Les gens oublient ça. C'est extraordinaire. Les jardins parlent peu. Toi qui, avec tous tes bouquins, t'as envie de dire heureusement que t'as ta femme et ton fils admirable. Non, je te dis ça à toi ou à nous tous qui écoutons. Heureusement qu'on a une femme, parce que les livres, à un moment, ils parlent peu. Il va parler de ma femme, je vais les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Si bien que lassé de vivre avec des gens muets, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, j'ai entendu, vous l'avez dit, que vous alliez reprendre un spectacle La Fontaine. Alors, je fais Muret jusqu'à février, mais comme c'est un succès tel que je trouve qu'il faut à un moment arrêter le malentendu, faire 600 personnes sur Muret qui déteste la société festive et que les gens peuvent presque venir en prenant leurs pieds, il y a peut-être à un moment, il faut peut-être l'arrêter cette affaire-là, et je vais reprendre début mars pendant une trentaine de représentations mon ancien La Fontaine avec 5-6 femmes nouvelles, dont la mort et le mourant, dont le merveilleux avec lequel on a commencé. L'homme et la couleuvre. Et alors, je vous fais une requête, Fabrice Lucchini. Vous avez dit, peut-être, vous avez parlé de plus beaux vers de la poésie française dans l'une des lectures de tout à l'heure. Je ne sais plus, je crois que c'était dans le conseil tenu par les rats. Mais j'en ai de plus beaux encore et je voudrais presque que vous placiez votre prochain spectacle sous l'exergue de ces vers de La Fontaine, qui ne sont pas dans les fables, des vers admirables dont je désespère chaque jour de n'être pas tout à fait digne. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, les villes et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Ça, je trouve... Mais c'est l'immanence. C'est Spinoza. Je sais pas. En tout cas, il accepte tout. Et jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Oui, il y a peut-être une sorte d'amor fati. C'est l'amor fati, là. Peut-être, mais c'est d'une beauté, il accepte tout et en même temps, il prend le meilleur aussi. C'est pour ça que de temps en temps, je me dis, je ne suis pas tout à fait digne de ça. Le jeu, la ville, la campagne, les livres, la musique. Enfin, voilà. Donc, c'est ma proposition pour finir. Mettez-vous sous la tutelle, sous l'exerce de ces vers magnifiques de La Fontaine. Ou alors, je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Merci Fabrice Lucchini. Merci beaucoup. Et même les poissons. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 janvier 2011.